Chers étudiants, bonjour. La dernière chose qu'on a vue la dernière fois, c'était le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis. Maintenant, on va présenter un corollaire qui permet de faire l'association entre la dérivée d'une fonction et sa monotonie. Donc, soit f une fonction de l'intervalle AB dans R, continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Quel que soit x appartient à B, on a f' de x supérieur ou égal à 0 et équivalent à f est croissante. La démonstration de ça, en fait, ce résultat, on l'obtient directement du théorème des accroissements finis. Par analogie, on a quel que soit x appartient à B, on a f' de x est inférieur ou égal à 0, c'est équivalent à f et décroissante. Le troisième point, si quel que soit x appartient à B, on a f' de x égale à 0, équivalent à f est constante. En fait, ce troisième point est évident. Pour la monotonie stricte et son association avec la dérivée est strictement supérieure à 0 ou strictement inférieure à 0, on a quel que soit x appartient à B, on a f' de x supérieur strictement à 0 implique que f est strictement croissante. On n'a pas l'équivalence comme pour le premier point ici. Et pour le cinquième et dernier point, quel que soit x appartient à B, on a f' de x inférieur à 0 implique que f est strictement décroissante. Donc en fait, pour ces deux points, on n'a pas l'équivalence. On va prendre un exemple, c'est que la fonction x au cube, c'est une fonction strictement croissante, mais sa dérivée est nulle en 0. On a f' de x, c'est 3x au carré, qui est nul quand x égale à 0. Donc, on n'a pas l'équivalence, on a juste... Quand la dérivée supérieure strictement à 0, on a f strictement croissante, et quand la dérivée est strictement inférieure à 0, on a f est strictement décroissante. Maintenant, on va passer au calcul des limites d'une fonction à une variable. En général, on est souvent amené à rencontrer des cas tels que où la limite égale 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, ou bien l'infini moins l'infini, ou bien 0 fois l'infini. Quand on est dans ces cas-là, on est dans un cas où on a une forme indéterminée. Donc, on fait recours à une des méthodes pour calculer la limite. Juste pour rappeler, pour calculer une limite de f de x quand x tend vers x0, la première chose à faire, c'est de remplacer si x0 est une constante ou bien une valeur finie, je remplace x par x0. Donc, en fait, pour les calculs des limites, il y a plusieurs méthodes. Ce qu'on va voir maintenant, c'est on va voir la règle de l'hôpital. Dans le deuxième chapitre, on va voir l'application du développement limité pour le calcul des limites. Par exemple, l'année dernière, en baccalauréat, vous avez utilisé plusieurs limites telles que la limite de ln de x plus, ou 1 plus x sur x égale 1. Vous avez utilisé des limites sans savoir l'origine de ces résultats. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est la définition de la règle de l'hôpital. Soit f et g de fonctions dérivables au voisinage de x0 avec la limite de f de x quand x tend vers x0 égale la limite de g de x
quand x tend vers x0 égale à 0. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, on a g' de x est différent de 0, quel que soit x, appartient à i privé de x0 avec i est un voisinage de x0. Ça veut dire que c'est un intervalle ouvert qui contient x0. Si on a f et g, si f et g sont dérivables et on a ces conditions, alors on a le résultat suivant. La limite de f de x sur g de x, quand x tend vers x0, égale la limite de f' de x sur g' de x, quand x tend vers x0. Donc, on va voir un premier exemple, on va appliquer cette définition. Donc, on considère la fonction qui est cosinus de x moins 1 sur x, et on veut calculer cette limite quand x tend vers 0. Ça, c'est une des limites que vous avez utilisées l'année dernière sans savoir l'origine de la valeur de cette limite. Donc, en fait, on va appliquer la règle de l'hôpital. Donc, on a f de x, c'est cosinus de x moins 1, et g de x, c'est x. Ce sont deux fonctions dérivables au voisinage de 0, avec la limite de f de x quand x tend vers 0. Quand je remplace ici x par 0, je vais avoir cosinus de 0 moins 1, ça veut dire 1 moins 1 égale 0. Donc, en fait, j'ai la première condition ici est vérifiée. Pour g de x, on prend g de x égale x. On a la limite de g de x quand x tend vers 0 égale 0. Donc, on a cette condition. Pour la deuxième condition, on a g' de x égale 1 qui est en fait différent de 0, quel que soit x appartient à un voisinage privé de 0. On a g' de 0 égale 1. Donc, on va appliquer la règle de l'hôpital. D'après la règle de l'hôpital, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de f de x sur g de x quand x tend vers x0 égale la limite de g' de f' de x sur g' de x quand x tend vers 0. Donc, la limite de cosinus de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 égale la limite de quoi? De la dérivée de cosinus de x moins 1 qui est moins sinus de x, et la dérivée de x, c'est 1. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a la limite, donc en fait, la limite de cosinus de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 égale la limite de moins sinus de x sur 1 quand x tend vers 0 égale 0. Pourquoi? Parce que quand on remplace x par 0, on va voir moins sinus de 0 sur 1 égale moins 0 sur 1 égale 0. Donc, en fait, ça, c'est le premier exemple d'application de la règle de l'hôpital. On va voir un deuxième cas. On va prendre une deuxième fonction ou une deuxième limite. C'est la limite de la limite de exponentielle de x moins 1 sur 3x à la puissance 4 quand x tend vers 0 moins. Donc, on va voir les conditions de la règle de l'hôpital. On prend f de x, c'est exponentielle de x moins 1, et le g de x, c'est 3x à la puissance 4. Quand x tend vers 0, on a l'exponentielle de 0 moins 1 égale 1 moins 1 égale 0, et la limite de g de x quand x tend vers 0 égale la limite de 3x à la puissance 4 quand x tend vers 0 égale 0.
Donc, en fait, la première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, on a g' de x égale la dérivée de 3x à la puissance 4, qui est 12x à la puissance 3, qui est différent de 0, quel que soit x, appartient à un voisinage i, un voisinage de 0, ou quel que soit x appartient à i privé de 0 avec i est un voisinage. C'est un intervalle, un voisinage, c'est un intervalle ouvert qui un intervalle ouvert qui contient 0. Donc, on va appliquer maintenant la règle de l'hôpital. Donc, d'après la règle de l'hôpital, la limite de l'exponentielle de x sur 3x à la puissance 4 égale la limite de la dérivée de f, c'est exponentielle de x, sur la dérivée de g de x qui est 3 fois 4x à la puissance 3 qui est 12x à la puissance 3. Donc, on va remplacer x par 0. On a l'exponentielle de 0, c'est 1. Et on a quand x tend vers 0 moins, on a 0 moins. Donc, 1 sur 0 moins égale moins l'infini. Donc, comme ça, on a déterminé la limite pour cet exemple en utilisant la règle de l'hôpital. Remarque, la règle de l'hôpital, en fait, c'est un moyen efficace pour le calcul des limites et il peut être utilisé pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois. Ça peut être 2, 3, 4 ou 5 fois. Il n'y a pas de limite concernant l'utilisation de la règle de l'hôpital au moment où les conditions sont réunies. Donc, on va voir un exemple ici. C'est quoi en fait? C'est calcul de la limite de 2 sinus de x moins 2x moins 4x à la puissance 5 sur 3x à la puissance 3 quand x tend vers 0 plus. Donc, on va essayer de voir si les conditions de la règle de l'hôpital sont vérifiées ou pas. Donc, on a f de x, c'est 2 sinus de x moins 2x moins 4x à la puissance 5. Si je remplace x par 0, qu'est-ce que je vais avoir? 2 sinus 0, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0. Moins 4, 0 à la puissance 5, c'est 0. Donc, j'ai f de 0 égale 0. Ou la limite de x tend vers 0 plus de f de x égale 0. Je vais voir la fonction g qui est ici au dénominateur. Elle égale 3x à la puissance 3. J'ai g de 0 égale 3, 0 à la puissance 3 égale 0. Donc, la première condition ici est vérifiée. Pour la deuxième condition, g' de x, si je prends ça, la dérivée de ça, en fait, c'est 9x au carré. Cette fonction, elle est différente de 0, quel que soit x appartient à i privé de 0, avec i est un voisinage de 0. J'ai les conditions de la règle de l'hôpital sont vérifiées. Maintenant, je vais appliquer cette règle. Donc, la limite de ça, c'est quoi? C'est la limite de la dérivée de f. Et la dérivée de ça, c'est quoi? 2 sinus de x, c'est quoi? C'est 2 cosinus de x. J'ai moins 2x, la dérivée moins 2x, c'est moins 2. Et j'ai la dérivée moins 4x à la puissance 5, ça fait moins 4 fois 5x à la puissance 4, ça fait moins 20x à la puissance 4. Donc, en fait, la dérivée, ou bien la limite de f de x sur g de x quand x tend vers 0 plus, égale la limite de f' de x, qui est ça, sur g' de x, qui est la dérivée de ça, qui est 9x au carré. Si je remplace ici, en fait, ça, je remplace x par 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici quoi? Je vais avoir 2 cosinus de 0, qui est
Cosinus de 0, c'est 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2. Moins 2, c'est 0. Moins 20 fois 0, c'est 0. Donc, j'ai ici le numérateur égale 0 quand x tend vers 0 plus. Je vais voir le dénominateur. 9, 0 au carré, c'est 0. Donc, j'ai 0 sur 0. J'ai toujours une forme indéterminée. Mais j'ai toujours les conditions de la règle d'Hospital sont vérifiées. On a vu que en 0, ça égale à 0 et en 0, ça égale à 0. Donc, la première partie, donc ça, c'est vérifié. On va juste voir la dérivée si la dérivée de la fonction dénominateur est différente de 0, quel que soit x, appartient à i privé de 0. Ici, quand je dérive ça, c'est 18x qui est différent de 0, quel que soit x, appartient à i privé de 0. Donc, j'ai ça. Donc, en fait, j'ai ça, la limite, on va dire, ça c'est f de x. Ça c'est g de x. Ça c'est f' de x. Et ça, g' de x. Donc, je vais appliquer la règle de L'Hopital pour f' sur g'. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est f second sur g second. La dérivée seconde, en fait. Donc, la dérivée de ça, c'est quoi? 2 cosinus de x, ça fait moins 2 sinus de x. Moins 2, c'est 0. La dérivée de moins 20 x à la puissance 4, ça fait moins 20 fois 4 x à la puissance 3, ça fait moins 80 x à la puissance 3. Donc, j'ai ça. Pardon. Pour la dérivée de cette fonction, 18x, la dérivée, c'est 18. Donc, ici, on a appliqué la règle de L'Hopital pour la deuxième fois. Et ici, on a appliqué la règle de L'Hopital pour la troisième fois. Donc ici, on a dit que si je remplace x ici par 0, je vais avoir moins 2, sinus de 0, c'est 0, moins 80, 0 à la puissance 3, donc ça c'est 0. Et ici, 18x, quand x tend vers 0 plus, c'est 0. J'ai 0 sur 0, toujours forme indéterminée. Je vais appliquer la règle de L'Hopital pour la troisième fois. Qu'est-ce que je vais avoir? La limite de ça égale à quoi? Égale la dérivée troisième. Donc, la limite de f second sur g second égale la limite de la dérivée troisième de f sur la dérivée troisième de g. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? La dérivée de ça, c'est quoi? Moins 2 sinus x moins 80x à la puissance 3, ça fait moins 2 cosinus x moins la dérivée de ça, ça fait 80 fois 3 x au carré, ça fait moins 240x au carré sur la dérivée de 18x, c'est 18. Donc ici, quand je remplace x par 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 2 cosinus de 0, c'est moins 2, moins 240 fois 0, c'est 0, sur 18, donc ça fait moins 2 sur 18, ça fait 1 moins 1 sur 9. Et comme ça, après avoir appliqué la règle de L'Hopital pendant 3 fois, j'ai réussi à obtenir la limite de ma fonction initiale qui est de sinus de x moins 2 x moins 4 x à la puissance 5 sur 3 x à la puissance 3. Parfait. On va traiter le dernier, on va dire la dernière section, c'est sur l'intégration d'une fonction. On va voir juste quelques définitions et quelques petites règles d'intégration et ça va être la dernière partie de ce premier chapitre. Donc, la définition, donc, dans un premier temps, on va définir l'intégrale d'une fonction entre a et b. Donc, l'intégrale de f entre a et b est notée par ce symbole. Elle est par définition l'aire surface algébrique comprise entre quoi, en fait? Si j'ai une fonction f, ça c'est sa courbe, ça c'est l'axe des x, et ça c'est l'axe des y,
l'intégrale de f entre a et b, c'est quoi en fait? C'est la surface entre l'axe des x et la courbe CF, la courbe de f, et les deux droites x égale a et x égale b. Pourquoi on a dit c'est une surface algébrique? Parce que cette intégrale, une surface, juste une surface, c'est toujours quelque chose de positif. Par contre, une surface algébrique, elle peut être négative en fait, et une intégrale, ben, c'est quelque chose qui peut être positif ou négatif. On va voir après la définition, on va voir le premier théorème, calcul d'intégrale. Si f est une primitive de grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle AB, alors l'intégrale de f de x entre A et B égale en fait quoi? Égale la primitive ici, c'est grand F de x, et je mets les bornes ici, A et B, qui est égal grand F de B moins grand F de A. Et on va voir juste deux petits exemples pour le calcul d'intégrale de petites fonctions. Le premier exemple, on veut calculer l'intégrale de 2x au carré entre 0 et 2, en fait. Donc, on va appliquer ce théorème. Donc, ça, en fait, je vais calculer la primitive de 2x au carré. Donc, je garde le 2. Quand je calcule la primitive, en fait, c'est que la puissance est ici, je vais monter en puissance. Donc, en fait, je vais avoir ici, j'ai un monôme. Je vais avoir un monôme ayant un degré plus 1. Donc, ici, j'ai 2. Qu'est-ce que je vais voir? Ici, c'est 2 plus 1, c'est x à la puissance 3. Et en fait, ben, il faut diviser par la puissance ici. Comme ça, quand je vais dériver ça, je peux trouver ça. Parce que quand je vais dériver ça, j'ai 2 sur 3, je dérive x à la puissance 3. Qu'est-ce que je vais voir? 3x au carré. Et donc, le 3 va partir avec le 3 et je vais garder 2x au carré. Donc, en fait, je garde le coefficient, je mets ici la puissance ici plus 1 et je divise par cette puissance ici. Donc, quand je remplace par la valeur des bornes, donc en fait, 2 sur 3, 2 à la puissance 3, moins 2 sur 3, 0 à la puissance 3, ça fait 2 sur 3, 2 à la puissance 3, c'est 8. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait 2 fois 8, c'est 16 sur 3. Donc, ça, c'est un petit exemple et un petit calcul, en fait. Je vais voir un deuxième exemple. En fait, on va calculer l'intégrale de x à la puissance 5 entre 0 et 1. Donc, je vais procéder de la même façon. L'intégrale de ça égale à quoi? Donc, en fait, j'ai ici x à la puissance 5. Je vais augmenter, en fait, je vais mettre plus 1. La primitive a, pour les monômes, a toujours un degré supérieur. Donc, ici, j'ai 5. Donc, le monôme de la fonction primitive, en fait, c'est 6. Et je vais divisé par le 6 ici. Qu'est-ce que je vais voir? 1 sur 6, x à la puissance 6. Donc, entre les bornes 0 et 1. Donc, quand je remplace x par 1, je vais voir 1 sur 6. 1 à la puissance 6, c'est 1 sur 6. Moins 1 sur 6 fois 0, c'est 0. Donc, le calcul de ça. Ce sont deux petits exemples qui sont très simples à faire et à calculer. Et il y a en fait des cas où le calcul d'intégrale est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on va voir par la suite les propriétés des intégrales. En fait, soit f et g, deux fonctions définies et continues sur AB, et alpha, un réel. En fait, le fait d'avoir une fonction définie et continue sur un intervalle AB, on garantit que la fonction est intégrable en fait à une intégrale.
on a en fait les propriétés suivantes. La distributivité par rapport à l'addition. Donc, en fait, on a l'intégrale de f de x plus g de x entre a et b. En fait, ça égale quoi? Égale l'intégrale de f de x entre a et b plus l'intégrale de g de x entre a et b. Donc, en fait, si on applique ça, eh ben, on va voir le résultat facilement. Donc, si je note grand F et grand G, les primitives de F et G, donc en fait, l'intégrale ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, l'intégrale ici, c'est grand F plus grand G entre les bornes A et B, en fait, et je vais remplacer, après je vais séparer les grands F et les grands G, et je vais réécrire ça en fonction des intégrales, et je vais retrouver ça. Donc, on va juste utiliser ça, c'est juste un petit calcul pour trouver le premier résultat. Pour le deuxième point, la multiplication par rapport à un scalaire. Donc, pour le deuxième point, j'ai l'intégrale de alpha f de x entre a et b. En fait, de la même façon, je vais utiliser ça. Si grand f est la primitive de petit f, je vais avoir ici alpha grand f entre a et b. Et ça, je vais avoir alpha grand f de b moins alpha grand f de a. Et après, je vais mettre le alpha en facteur. Je vais avoir alpha fois, entre parenthèses, f de p moins f de a. Et je vais réécrire ça en fonction de l'intégrale de petit f entre a et b. Et en fait, je vais trouver la deuxième propriété ou bien le deuxième point. Le troisième point, c'est l'additivité, relation de Chasles. En fait, je peux toujours utiliser la définition, c'est très simple. L'intégrale de f entre a et b, c'est l'intégrale de f entre a et c plus l'intégrale de f entre c et b. Je peux toujours utiliser ça et je vais toujours trouver, en fait trouver ce résultat. C'est très simple. Pour le quatrième point, c'est la symétrie. On a l'intégrale de f de x entre a et b, en fait, égale moins l'intégrale de f entre b et a. Toujours, si j'utilise le théorème ici, je vais voir f de p moins f de a égale moins grand f de a moins f de b égale moins l'intégrale de f de x entre b et a. Donc, toutes ces propriétés, je peux les avoir facilement à partir de ce théorème. Ici, quelques primitives de quelques fonctions standards ou usuelles. Donc, en fait, ça, on a un monôme à la puissance alpha. L'intégrale de ça, en fait, ce qu'on fait, c'est que la primitive, en fait, c'est, je vais augmenter, en fait, la puissance. Je vais avoir x à la puissance alpha plus 1 et je divise, en fait, et je vais avoir un coefficient qui est quoi? Qui est en fait, la puissance est 1 sur la puissance de mon monôme. Donc, je vais avoir 1 sur alpha plus 1 et x à la puissance alpha plus 1 avec alpha appartient à q. Deuxième, en fait, c'est l'intégrale de 1 sur x. En fait, ça, c'est ln de la valeur absolue de x plus c. Et on met le plus c partout, en fait, plus une constante. Parce qu'en fait, quand je vais dériver ça, la constante, elle va partir, en fait, je vais avoir, quand je vais dériver tout ça, je vais trouver la fonction qu'on a envie d'intégrer. Et pourquoi on met la valeur absolue ici? Parce que ici, le x, il peut être négatif et ln de quelque chose négatif n'est pas défini, c'est pour ça on met ln de la valeur absolue de x. L'intégrale de l'exponentielle de x, en fait, c'est l'exponentielle de x plus c, toujours on met plus une constante, et en fait, parce que la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, et en fait aussi, c'est la primitive de l'exponentielle, c'est l'exponentielle.
L'avant-dernière fonction, c'est l'intégrale de sinus de x. En fait, ça, c'est moins cosinus de x plus une constante. En fait, la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et en fait, on met le point parce que le moins avec le moins, ça donne plus. Comme ça, on dérive ça. On va voir sinus de x, le sinus x. Pour le dernier point, la primitive de cosinus de x, c'est sinus de x plus c. En fait, quand je dérive le sinus, je vais avoir le cosinus. Maintenant, on va voir un théorème en fait sur l'intégration par changement de variable. En fait, le calcul de la primitive n'est pas toujours facile, ou le calcul de l'intégrale n'est pas toujours facile. On procède à des techniques telles que intégration par changement de variable ou par intégration par partie, qu'on va voir par la suite. Donc, ce théorème sur intégration par changement de variable. Si f est une fonction continue sur AB et soit phi une fonction de classe C1 sur l'intervalle fermé AB, tel que phi de l'intégrale, ici j'ai dit que phi est une fonction de classe C1 sur l'intégrale alpha bêta. Je vais dire juste c'est quoi fonction de classe C1, on va la voir par la suite. Dans le deuxième chapitre, fonction de classe C1, c'est très simple, c'est que la fonction est dérivable sur l'intervalle alpha-bêta et la dérivée est une fonction continue sur l'intervalle alpha-bêta. Donc, je répète les conditions. F une fonction continue sur l'intervalle fermé AB et soit phi une fonction de classe C1 sur l'intervalle fermé alpha-bêta, tel que phi de alpha-bêta est inclus dans AB et que phi soit strictement monotone sur alpha-bêta, alors quoi? Alors, l'intégrale de f de x, d de x, de f de x entre phi de a et phi de b égale quoi? Égale l'intégrale de f de phi de t, phi prime de t entre a et b. Et on peut voir en fait le rapport entre ça et ça. En fait, quand x, ici, quand t tend vers a, j'ai phi de t égale, quand t tend vers a, j'ai phi de t tend vers phi de a. Donc en fait, ça, donc si je remplace phi de t par x, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir en fait, quand t tend vers a, phi de t tend vers phi de a, donc x tend vers phi de a. Quand t tend vers b, phi de t tend vers phi de b, et en fait, qu'est-ce qui reste? On a x égale phi de t, donc d de phi de t sur d de t égale d de x sur d de t. D de t, d de phi t sur d de t, en fait, égale phi prime de t. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir phi prime de t, d de t égale d de x. Il faut voir juste que x égale phi de t, je dérive par rapport à t les deux côtés, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais voir que phi prime de t égale d de x sur d de t. Et après le d de t ici, je vais le ramener à l'autre côté, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir d de x égale phi prime de t, d de t. Donc en fait, je donne juste en fait, j'explique quelques signes et quelques indications sur comment on a trouvé cette formule. Donc, on va appliquer ça et on va avoir la puissance de ce théorème et sa magie, comment elle peut permettre de calculer des intégrales. Parfois, ils sont compliqués, mais avec des changements de variables, ces intégrales deviennent beaucoup plus simples.
Donc, on veut calculer l'intégrale de racine de 1 moins x au carré d de x entre 0 et 1. Donc, on va poser quoi? On va poser x égale sinus de t, avec t compris entre 0 et phi de t. C'est équivalent à x appartient à 0 et 1. Parce que on a sinus de t sur l'intervalle 0 phi de t, c'est une fonction croissante. Donc, si on vient ici pour voir les conditions, on a fait, ça, c'est une fonction croissante. Qu'est-ce qu'on a encore? F, la fonction de départ, c'est ça F. Elle est comment? Elle est continue sur AB, elle est continue sur l'intervalle 0, 1. Phi est une fonction de classe C1. Phi, en fait, c'est sinus de t à l'aide de classe C1 sur l'intervalle 0 pi sur 2, tel que on a phi de 0 pi sur 2, ça veut dire sinus de 0 pi sur 2. Il est inclus dans AB qui est 0,1. Il est même égal. Donc, on a aussi ça. Pour la troisième, le dernier point, la dernière condition, on a phi est strictement croissant. On a sinus de t est croissant sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, si on applique ça, eh bien évidemment, si on applique ça, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir i égale l'intégrale entre l'intégrale de 1 moins x au carré entre 0 et 1 égale. Donc, je remplace. Donc, j'ai ça. Je vais le remplacer par ça. Donc, phi de A, c'est 0. Phi de B, c'est 1. Donc, je remplace ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Ici, A. A, c'est 0. Ici. Et B, en fait, c'est pi sur 2. Je viens ici. Ici, j'ai phi de x, d de x. Je vais la remplacer par f phi de t, phi prime de t, d de t. OK. F phi de t. On a, donc je remplace. Je remplace. Phi de t, c'est quoi? C'est sinus de t. Donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir 1 moins sinus de t au carré. Qui est quoi? Qui est cosinus au carré de t. Très bien. Après, phi prime de t. Phi prime, c'est la dérivée de ça. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir cosinus de t. Donc, en fait, cette intégrale égale à quoi? Égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2, racine de cosinus au carré de t fois cosinus de t, d de t. Donc, en fait, entre 0 et pi sur 2, le cosinus, donc en fait, racine, c'est comme si vous avez racine de y au carré, c'est la valeur absolue de y. Donc, en fait, racine de cosinus au carré de cosinus au carré de t, en fait, ça, c'est la valeur absolue de cosinus de t. Sauf que sur l'intervalle 0 pi sur 2, le cosinus est positif, donc ça, c'est le cosinus de t. Fois le cosinus de t, qu'est-ce que je vais avoir? C'est l'intégrale de cosinus au carré entre 0 et pi sur 2. Et ça, en fait, je vais écrire le cosinus sous une autre forme. Ça, en fait, c'est 1 plus cosinus de 2t sur 2. Et en fait, là, je commence à voir quelque chose qui est simple. Donc, ça, en fait, c'est 1 demi. Donc, en fait, tout ça, c'est 1 demi plus cosinus de t sur 2. Donc, je vais calculer la primitive de ça. Donc, je vais mettre, pour simplifier les choses, je vais mettre le 1 demi en dehors. Ça, c'est un coefficient. Donc, la primitive de 1, c'est quoi? C'est t. Et la primitive de cosinus de t, qu'est-ce que j'ai? C'est sinus de t sur 2. Parce que si je dérive ça, je vais avoir cosinus de t. Et après, je remplace. Je remplace t par pi sur 2. Qu'est-ce que je vais avoir? 1 demi ici. 1 demi fois, entre parenthèses, pi sur 2 plus sinus de 2 fois pi sur 2 sur 2. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, c'est pi sur 2 et ça, c'est 0. Donc 1 demi fois pi sur 2, ça fait pi sur 4.
Donc, bien évidemment, moins, et je remplace tout ça par 0. Tout ce qui est entre les deux crochets par 0. Je vais voir ici 0 et ici 0. Donc, j'ai pu calculer mon intégrale et le résultat que j'ai trouvé, c'est pi sur 4. Donc, on va voir un dernier théorème, c'est intégration par partie. Donc, soit f et g de fonctions de classe C1 sur le segment AB, alors, je répète, classe C1, ça veut dire quoi? Ça veut dire f et g sont dérivables sur le segment AB. Segment, ou bien intervalle, ou bien vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Les f et g sont dérivables sur AP et que la dérivée, ça veut dire f' et g' sont contenus sur l'intervalle AB. Alors quoi? Alors, l'intégrale de f de x fois g' de x entre A et B égale quoi? Égale f de x, g de x en B moins f de x et g de x en A, moins l'intégrale de f' de x, g de x entre A et B. Juste en fait, c'est très simple. Si je remets ça ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'intégrale de f de x, g' de x entre A et B, plus l'intégrale de f' de x fois g de x égale en fait f de x, g de x en B moins f de x, g de x en A. Et en fait, ce résultat, c'est très simple pour le démontrer, en fait, c'est que qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait f de x, g de x, la dérivée de f de x, g de x égale à f' de x fois g de x, plus f de x fois g' de x. Et je vais intégrer les deux parties. Quand je vais intégrer f de x, la dérivée de f de x, g de x, en fait, son intégrale entre A et B, c'est ça en fait. Donc en fait, il suffit juste de dériver f fois g, et je vais trouver c'est égal à f' g de x plus f g de x, et en fait, je vais intégrer les deux parties et je vais trouver cette relation. En fait, je vais appliquer ce théorème pour le calcul d'un intégral qui est à la fois simple parce que c'est juste l'intégrale de ln de t, et sans utiliser l'intégration par partie, c'est difficile de le calculer directement. En fait, on veut calculer l'intégrale de ln de t entre 1 et x. Pour tout x appartient à r plus étoile. Ça veut dire x sont supérieurs strictement à 0. Pourquoi? Parce que le ln n'est défini et continu que pour tout x supérieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser f de x, c'est ln de t, et on va poser que g'. Donc, en fait, on veut appliquer ça. On suppose que la fonction ici à l'intérieur, c'est f de x, g' de x. Donc, f de x, c'est ln de t, c'est ça. Et g' de x, c'est quoi en fait? C'est 1. Donc, c'est ça. Donc, ça implique quoi? Implique que f' de t égale 1 sur t et que g de t égale t. Donc, j'ai ça. Donc, si j'applique cette formule, donc qu'est-ce que je vais avoir? L'intégrale de ln de t entre 1 et x, ça égale quoi? Égale en fait f de x, g de x en x et moins f de x, g de x en 1. Donc, j'ai ça. Moins l'intégrale de f', de x, g de x. Donc, en fait, c'est quoi f'? C'est 1 sur t. Donc, ici, j'ai 1 sur t fois g de t qui est t. Donc, t sur 1 sur t, c'est 1. Donc, en fait, j'ai l'intégrale de 1 entre 1 et x. Donc, j'ai ça
Donc, si je remplace ici t par x, qu'est-ce que je vais avoir? C'est x ln de x moins 1 ln de 1, ça fait 1 fois 0, c'est 0. Donc, cette partie égale quoi? Égale x ln de x moins l'intégrale de 1 entre 1 et x. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir c'est x, je vais avoir ici en fait, ici c'est d de t, je vais avoir t en x moins t en 1. Qu'est-ce que je vais avoir? En fait, je vais avoir x moins, donc ici j'ai moins, et ça en fait c'est x moins 1, donc je vais avoir moins x plus 1. Donc toute cette intégrale c'est égal x ln de x moins x plus 1. Donc comme ça, on a fini le premier chapitre. Donc j'ai donné la dernière fois des exercices. Je vais juste donner des indications pour la solution afin de vous aider. Et la séance prochaine, ben, je vais corriger, je vais expliquer, je vais donner la réponse de ces exercices et ben, je vais expliquer la correction en fait. Donc, le premier exercice ici, c'est calculer l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de x égale quoi? Égale 5x plus 4 sur x au carré plus 3x plus 2. Donc, en fait, ça, c'est une fonction quotient, fonction rationnelle, en fait, c'est la division de deux polynômes ici. Donc, il faut juste s'assurer que le dénominateur est non nul, en fait. L'ensemble des définitions, c'est R moins les points où ce polynôme degré 2 s'annule. Pour la deuxième fonction, j'ai g de x, c'est la racine d'ordre 4 de 3x moins 1 sur x plus 4. Comme on a dit pendant la première séance, que il faut voir est-ce que la puissance de la racine, est-ce qu'elle est paire ou elle est impaire. Si elle est impaire, donc en fait, on n'a pas de condition, il faut juste voir les autres trucs. Ici, on a la puissance, elle est quoi? Elle est paire. Donc, il faut à la fois que ce qui est à l'intérieur, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0, et il faut voir que la fonction ici, dénominateur, x plus 4, il faut qu'elle soit différente de 0. Quand si on a ici 3 ou 5, il faut juste voir, il faut juste s'assurer que x plus 4 soit différent de 0. Pour la troisième fonction, c'est ln de, entre parenthèses, x au carré moins 4 fois x moins 5. Donc, en fait, il faut faire un tableau de signes pour voir quand cette fonction qui est à l'intérieur de ln est supérieure strictement à 0 parce que le ln est défini ln de, par exemple, y, le ln n'est défini que si le y est supérieur strictement à 0. Pour le deuxième exercice, c'est sur la continuité. Donc, on a f, une fonction de R dans R, définie par f de x égale x plus racine de x au carré sur x, si x différent de 0, et égale 0, si x égale 0. Donc, en fait, quand x est différent de 0, ce truc-là est défini et continu, il n'y a aucun problème, parce que ça, c'est le rapport de deux trucs qui sont définis quand x est différent de 0. Donc, tout ça est défini et continu quand x est différent de 0. Et le problème, en fait, il reste en 0. Donc, est-ce que ça est continu cette fonction est continue en 0? Donc là, on a racine de x au carré, en fait, ça n'est rien d'autre que la valeur absolue de x. Donc, il faut distinguer entre le cas quand x est supérieur à 0, donc la valeur absolue de x égale à x, et quand x est inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, la valeur absolue de x égale moins x. Donc, il faut voir la limite à droite et à gauche de f de x quand x tend vers 0. Il faut voir est-ce que ça c'est limite égale à 0. Si c'est limite égale à 0, si la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale f de 0, c'est continu. Quand il y a une condition qui n'est pas vérifiée, la fonction n'est pas continue.
Pour ici, on veut montrer que f admet une solution comprise entre -1 et 1. Quand on veut chercher une solution d'une fonction sur un intervalle, quand c'est un polynôme degré 2, là, on peut faire recours directement, on peut utiliser delta ou autre. Là, dans ce cas-là, en fait, c'est sous-entendu, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il faut voir est-ce que les conditions du théorème de valeurs intermédiaires est vérifié ou pas. Donc, la fonction ici, elle est continue. Il faut voir, ça, c'est f de x. On suppose ça, c'est f de x. Il faut voir est-ce que f de x en -1 fois f de x en 0, le produit, en fait, est-ce qu'il est inférieur à 0? Ça veut dire que f de -1, soit si elle est supérieure à 0, donc f de 0, il est inférieur à 0 et vice-versa. Donc, si ces conditions sont vérifiées, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire qu'il y a une solution, en fait, que la fonction, il existe un c tel que f de c égale à 0. Et pour le calcul des dérivés ici, le troisième exercice sur le calcul des dérivés, ici, on a f de x, c'est la division de deux fonctions. Donc, on a f de x égale u de x sur v de x. Donc là, on va appliquer la règle qu'on dérive la division de deux fonctions. Pour la deuxième fonction g de x, c'est racine d'ordre 13 de x au carré moins 5, le tout au cube. Donc, en fait, comme j'ai déjà dit pendant le cours, c'est que quand vous avez des racines d'ordre élevé, il faut toujours, le plus simple, c'est de faire quoi? C'est de transformer ça sous forme d'une fonction à la puissance alpha. Donc, en fait, ce truc-là égale, en fait, c'est une fonction égale, il faut transformer ça sous forme de alpha, ça veut dire u, ça veut dire x au carré moins 5, le tout à la puissance m sur n. Et là, vous pouvez utiliser la dérivée de cette fonction, en fait, qui est un quart usuel et standard. Pour la troisième fonction, c'est ln de 2x au cube plus x au carré plus 5x moins 5. Donc, en fait, la dérivée de ça, en fait, on a déjà vu ça pour qu'on a ln de u de x, c'est en fait, c'est u' de x sur u de x. Pour la quatrième fonction, ici, c'est racine de x cosinus de 2 racine de x, pardon, exponentielle de 2 cosinus de x. Donc, ici, on peut supposer ça, c'est u, et ça, c'est exponentielle de v de x. Donc, en fait, ici, j'ai le produit et la composition de deux fonctions. Donc, en fait, le calcul n'est pas vraiment compliqué. Pour le quatrième exercice, déterminer les limites des fonctions. Quatrième exercice, ça c'est les limites, c'est le cinquième exercice. Le quatrième exercice, j'ai f de n défini de 0, 1 dans R par x à la puissance n sinus de pi x. On veut montrer qu'il existe alpha n appartient à 0, 1 tel que f' de tel que fn' de alpha n égale à 0. Donc, quand c'est la dérivée, quand c'est une fonction, chercher une solution de la fonction, c'est le théorème de valeur intermédiaire. Quand on veut chercher une racine, en fait, il existe un alpha tel que f' de cette fonction égale à 0. Il faut penser au théorème de Rolle. Donc, il faut voir les conditions de théorème de Rolle et c'est l'occasion pour réviser le cours. Le deuxième point, montrer que pour tout x supérieur à 0, on a ln de 1 plus x, y compris entre x et x sur 1. Donc, en fait, là, quand c'est ici majoration et minoration de la fonction ln de 1 plus x, c'est qu'est-ce qu'on a vu pendant ce cours-là qui permet de faire de telles choses? C'est l'inégalité des accroissements finis. Donc, il faut voir la fonction et il faut voir, donc en fait, c'est pas compliqué. Pour le cinquième exercice, c'est déterminer les limites des fonctions suivantes. Donc, on a f, on veut calculer la limite de f de x et x racine de 1 plus x au carré, moins racine de 1 plus x. Donc, on veut calculer ça. Donc, on va appliquer la règle de l'hôpital. Donc,
f de x, ça s'écrit sous forme de u de x sur v de x. Il faut voir est-ce que u de x tend vers 0 quand x tend vers 0 et v de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Il faut voir est-ce que v' de x est différent de 0, quel que soit x appartient à i privé de 0, avec i c'est un voisinage de 0. Et de la même façon, c'est le même fonctionnement. Le deuxième exemple, on a ln de 1 plus x moins x sur x au carré. Donc, si je remplace ici par 0, je vais avoir ici 0, ici 0. Donc, je vais appliquer la règle de l'hôpital. Donc là, il faut voir est-ce que il suffit juste d'appliquer la règle de l'hôpital une seule fois et on va trouver le résultat, ou bien 2 fois, ou bien 3 fois. Donc, il faut voir ça pour la fonction g de x et h de x. Donc, je vous remercie et la séance prochaine, on va corriger ça en détail et je vais répondre s'il y a des questions là-dessus. Donc, bonne fin de semaine.